Laurence Huck, qui est directrice de recherche à l'INRAE, toxicologue à l'INSERM, et comme vous l'a dit Marie Thibault tout à l'heure, directrice de l'Institut citoyen de recherche et de prévention en santé environnementale. Bonjour. Donc vous souhaitiez, Madame Huck, revenir sur l'insuffisante prise en compte des connaissances scientifiques dans l'élaboration des réglementations. On a abordé une partie du sujet ce matin, donc on poursuit. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc moi je suis toxicologue, donc ça veut dire que j'étudie les effets toxiques des substances chimiques sur le cancer, donc en particulier là dans le cas présent des pesticides. J'ai mis quelques petites diapos juste pour vous indiquer, en gros, vu le sujet de la table ronde, comment peut-on stopper l'exposition aux pesticides. En fait, il y a un schéma d'exposition aux pesticides où vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux de gradation. Les premiers exposés, c'est les expositions professionnelles, puis les expositions résidentielles des personnes qui habitent à proximité, et enfin l'exposition par la contamination de la chaîne alimentaire. Donc juste pour vous donner une idée, en fait, c'est que pour les expositions aux pesticides, en fait, ce serait très simple de stopper l'exposition si on ferme le robinet tout en haut à gauche, c'est-à-dire qu'on n'autorise pas les pesticides qui sont toxiques, en particulier cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, neurotoxiques. Et donc, dans mon second travail, j'étudie en fait comment les substances sont autorisées et notamment quelles sont les données biologiques contenues dans les dossiers réglementaires qui font qu'on met actuellement aujourd'hui sur le marché des substances cancérogènes, des perturbateurs endocriniens. Donc, dans les diapos suivantes, suite à plusieurs demandes de mes collègues et de personnes dans la salle en me disant « mais quand tu nous dis que les dossiers réglementaires, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? En fait, j'ai fait quelques captures d'écran de ce que... Mettons là, vous voyez, c'est juste un seul dossier, donc je ne vous dis pas lequel, où en fait, on reçoit ces fichiers, voilà, on en reçoit une cinquantaine. Et donc, la diapo suivante, quand on clique sur un dossier, on doit cliquer autant de fois qu'il y a de dossiers parce que, en fait, c'est scanné comme des photocopieuses. Donc, on me parle d'une photocopieuse. Donc, en fait, on ne peut pas chercher facilement, il faut tout lire à la main. Et quand on clique sur un fichier, donc ça c'est la diapo suivante, en fait on a ça. Alors vous allez me dire c'est écrit petit, mais c'est écrit petit. C'est pas moi qui ai fait un copier-coller et qui retransmet mal les données, c'est que ces données-là, vous voyez, il y a des données, mettons le graphe de gauche, c'est ce qu'a consommé une seule souris tous les jours pendant 2 ans. Et donc, si vous voulez vérifier ces données, en fait, c'est pas possible. La façon dont les données sont représentées, en tout cas, sont très difficiles à interpréter et les conclusions très difficiles à vérifier. Si bien que ce qui se passe, c'est que quand les régulateurs reçoivent un dossier réglementaire, vraisemblablement, ils feront simplement que lire la conclusion qui a été écrite par l'industriel en ne pouvant pas vérifier, on va dire de façon simple et en tout cas scientifiquement ne peuvent pas vérifier et en plus c'est des personnes qui n'ont sûrement pas le temps de le faire comme il faut. Donc ça c'est juste pour vous montrer un peu le niveau d'exigence en tout cas de la représentation des données et dans des laboratoires de recherche dans lequel je travaille par exemple, on ne pourrait pas publier ce genre de résultats puisque ces données ne sont pas traçables, vérifiables et donc potentiellement pas reproductibles. Donc ça c'est la qualité des dossiers qu'on peut déplorer et ça peut être l'une des raisons pour laquelle on a encore à l'heure actuelle des substances toxiques qui sont mises sur le marché et autorisées. Il y a aussi un autre exemple, alors là ça je vais le montrer, c'est la diapositive suivante, c'est par moment en fait la façon dont on a, alors peut-être vous ne comprenez pas trop, mais la façon dont on a de compter par exemple les incidences, le nombre de cancers qu'il y a chez les animaux après exposition pendant 2 ans aux pesticides, et en fait entre ici dans le... Enfin, bon, je vais essayer d'être plus claire. En fait, des fois, dans les expériences qui sont conduites, tous les animaux n'arrivent pas vivants au bout des 2 ans de manip. Et en fait, quand ils comptent les incidences, c'est-à-dire quand on compte à la fin le nombre de tumeurs qu'ont les animaux, en fait, au lieu de rapporter au nombre d'animaux vivants ayant des tumeurs, ils rapportent au niveau du nombre de souris initiales.
Donc dedans, ils comptent les souris mortes, ce qui fait baisser fortement l'incidence tumorale, et donc ça devient plus statistiquement significatif. Donc ça, c'est des cas, quand on ouvre les dossiers, on tombe facilement dessus. Donc c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'il faut améliorer les cadres réglementaires, mais en fait, il faudrait vraisemblablement mettre des personnes qui ont du temps pour examiner ces données et pouvoir simplement appliquer ce qui devrait être appliqué, c'est-à-dire des fois, quand il y a trop de mortalité dans les expérimentations, ne pas recevoir l'étude et donc la refuser, plutôt que de dire, bon, ben, en fait, on ne sait pas trop et donc on autorise. Donc voilà, donc ça c'est l'un des biais importants qu'on a pu vérifier sur pas mal de données. Et l'autre diapositive, la dernière, c'est par exemple quand on a des effets délétères qui sont observés et qui sont rapportés là dans la conclusion d'un rapport par la firme elle-même, en fait, quand il y a un effet là, dans ce cas-là, qui pourrait évoquer une perturbation endocrinienne, en fait, on la raye et du coup, il n'y a plus d'effet. Voilà. Donc ça, c'est des réalités, et c'est des réalités dans les dossiers. Donc je voulais vous le montrer parce qu'on ne me croit pas, mais en fait, c'est ça. C'est ça la réalité. Voilà. Donc là, c'est pour vous dire que sur cette base-là de la qualité des dossiers réglementaires, en fait, le robinet est ouvert. Et ensuite, si on peut revenir à la diapositive initiale, et je n'en aurai plus pour bouger, merci. C'est au niveau des expositions, en tout cas, prévenir les expositions professionnelles, on en a parlé tout à l'heure, les équipements de protection individuelle semblent inefficaces, et pas par la mauvaise volonté des professionnels, mais plutôt parce que dans la pratique du métier, elles ne permettent pas d'être protectrices. Et pourtant, les équipements de protection conditionnent les autorisations de mise sur le marché. C'est-à-dire qu'on donne l'autorisation de mise sur le marché de substances actives sous prétexte que les EPI fonctionnent. Donc ça, c'est un gros problème. Et l'autre effet, en dehors des études d'ergotoxicologie qui montrent que les agriculteurs ne sont pas protégés, c'est qu'on a maintenant des données épidémiologiques. Et les données épidémiologiques, c'est-à-dire les surincidences que l'on mesure dans les populations agricoles, ce ne sont pas que les agriculteurs qui ne mettent pas bien leur protection, leur équipement de protection, c'est que ces protections-là ne marchent pas. Et que donc maintenant, on mesure ces effets sanitaires dans ces populations-là. Donc c'est réellement, en tout cas, un gros problème de justement l'exposition qui ne peut pas être maîtrisée. Mais comme vous le voyez, quand on dit protection individuelle, c'est qu'on va reporter la responsabilité sur la personne et la rendre responsable de son cancer, plutôt que de se questionner sur l'autorisation de mise sur le marché, qui serait une protection collective si elle était efficace. Ensuite, au niveau des contaminations des populations résidentielles, que faire pour stopper ? En fait, c'est très compliqué. Et il y a de plus en plus, du fait de l'urbanisation, ou cet attrait pour vivre à la campagne, à rapprocher en tout cas un grand nombre d'anciens urbains vers des populations, des surfaces agricoles traitées, ce qui fait que là encore, on mesure les effets. Et ces effets-là aussi de contamination sont révélés aussi par l'effondrement de la biodiversité. Donc on parle des populations riveraines, on parle aussi de toute cette faune sauvage qui vit à côté et dont on mesure les effets, comme l'a rappelé ce matin Stéphane Foucault, voilà, de l'effondrement de 80% de la biomasse. Donc ça, c'est des indices aussi de ce qui se passe. Et si la biomasse à côté de chez nous s'effondre, il ne faut pas croire que les humains sont résistants aux effets toxiques. Et puis enfin, pour la contamination de la chaîne alimentaire, là, limiter son exposition, on peut avoir le choix en achetant des produits bio, par exemple, d'être moins exposé aux pesticides. On montre que c'est efficace. Il y a des études qui montrent notamment des cantines qui passent à l'alimentation bio. On observe moins de résidus de pesticides dans les urines des enfants, donc il y a des effets réels qui se passent, mais vous voyez, c'est profondément inégalitaire, puisqu'il faut être acculturé à ce choix-là. Des fois, il faut avoir un peu plus de moyens. Donc ça, forcément, ça ne protège pas collectivement et ça amplifie les inégalités sociales. Donc pour je suis désolée, ça va être la dernière diapo, en fait j'avais oublié que je l'avais mise. Un des espoirs, en tout cas, que j'ai par rapport à ce que l'on peut faire, c'est de vous dire que, en tout cas en France, on a énormément d'instituts de recherche publics, donc, que nous finançons tous et tous
qui travaille sur les pesticides et la dangerosité des pesticides, et notamment des études qui permettent d'étudier soit sur des modèles cellulaires, soit sur des animaux modèles, de prédire en fait la toxicité des substances. Et juste, j'ai pris un exemple du DDT. Alors le DDT, l'un des principaux insecticides utilisés aux États-Unis en particulier, qui a donné en tout cas qui a été l'un des points clés étudiés par Rachel Carson et publié dans Science Spring en 1962, qui décrit donc les effets toxiques du DDT dans la biodiversité, mais aussi dans les populations fortement exposées. Et en fait, les effets toxiques du DDT, qui est essentiellement interdit, en tout cas pour l'usage agricole, et ben en fait, le DDT, la science, les connaissances que l'on a sont assez fortes. Par exemple, c'est en anglais, je suis désolée, mais il y a eu donc des études cellulaires qui démontrent que le DDT est capable d'être un perturbateur endocrinien et donc de favoriser les cancers du sein. Ça a été montré chez les souris, montré chez les poissons zèbres, donc c'est les petits poissons sur lesquels on travaille. Et puis maintenant, on arrive à faire des études de population où l'on démontre que l'exposition des grands-mères au DDT a encore des conséquences sur les petites filles qui ont donc des surincidences de cancer du sein, elles aussi. Et si vous voulez, tout ça, les scientifiques l'avaient démontré en laboratoire. Donc il y a, moi, dans les leviers que j'espère qu'on va pouvoir réussir à activer, c'est de se dire que les scientifiques indépendants qui mènent des recherches produisent des résultats qui permettraient de prévenir les effets et de ne pas faire qu'on valide à toutes les étapes une exposition à un pesticide dans les cellules, dans les souris, et après, à la fin, dans les populations humaines. Donc c'est ça l'un des leviers pour moi et l'espoir que les scientifiques, à travers leurs travaux, leurs publications, mais aussi les expertises collectives auxquelles ils contribuent, soient mieux entendus et mieux pris en compte par les décideurs politiques pour, en tout cas, prendre des décisions beaucoup plus éclairées pour mieux réglementer les pesticides. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, Laurent Suc a mentionné l'exposition alimentaire. Donc, ça va être le sujet de la prochaine intervention donc, de Denis Léron, qui est directeur de recherche à l'INSERM et qui va insister sur l'impact de l'alimentation sur la santé, mais aussi sur toutes les connaissances scientifiques que l'on a déjà sur le sujet. Donc, je précise que c'est en visio. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Ben, merci de m'avoir invité. Après un petit rappel, je vais vous parler donc surtout des effets de l'agriculture et de la consommation bio en fait sur la santé humaine et de la planète, en m'excusant de ne pas être avec vous sur place. Donc aujourd'hui, on a, vous le savez tous, d'importantes inquiétudes concernant les producteurs et les terres agricoles, la sécurité et la qualité alimentaire, la santé humaine, la santé de la planète avec l'épuisement des ressources, perte de la biodiversité, pollution, dérèglement climatique. Effectivement, le tableau n'est pas est très sombre. Pour revenir sur le sujet dont on parle depuis ce matin, en particulier, on a établi par des données et études scientifiques une contamination par des résidus de pesticides chimiques quantifiables chez la quasi-totalité des personnes en France et ailleurs. Cela concerne les adultes, les femmes enceintes et les enfants. De plus, les associations entre l'exposition à ces résidus de pesticides et de nombreuses maladies ont fait l'objet de rapports officiels en France. C'est le cas donc des expertises collectives de l'INSERM en 2013. Peut-être vous n'en avez même jamais entendu parler, 2013. La nouvelle version du rapport 2021, Isabelle Baldi en a parlé ce matin, et puis un rapport sur le même sujet de l'INRAE en 2022. Il existe bien sûr d'autres rapports à l'étranger. Et tout le monde le sait, les premières victimes, ce sont les agriculteurs et leurs familles. Quand on voit certaines revendications, continuons à utiliser des pesticides, on se pose quand même des questions. Concernant l'alimentation, il existe à présent un consensus scientifique international impressionnant sur la nécessité du changement, c'est-à-dire aller vers l'agroécologie pour la production, avec forte réduction, voire suppression des pesticides chimiques, et pour des alimentations à base végétale.
de façon à réduire immédiatement les impacts sur la biodiversité, mais aussi sur la contamination chimique. En fait, manger plus d'aliments végétaux usuels augmente l'exposition aux pesticides, car environ la moitié de ces végétaux usuels sont contaminés par des résidus de pesticides de synthèse. Cela est fourni par les données de la DGCCRF en France et par celles de l'EFSA au niveau européen. À l'inverse, choisir ces aliments végétaux produits en bio pour au moins la moitié du régime et qui sont beaucoup moins contaminés réduit fortement cette exposition aux pesticides. Nous avons publié 2 articles scientifiques sur ce sujet. En effet, depuis les années 2000, des études épidémiologiques ont été réalisées pour étudier les impacts de la consommation d'aliments bio, et principalement en France, avec près de 20 études scientifiques publiées dans de grands journaux. Cela avec la cohorte prospective Nutrinet Santé sur des dizaines de milliers d'adultes, commencée en 2009 et qui se poursuit, qui est gérée par mes collègues de l'ERN INSER Minerae à Bobigny, sous la conduite de Emmanuel Kesse-Guyot. En résumé, parce que sinon on passerait l'après-midi, en résumé, on a montré que les consommateurs adultes réguliers de produits bio, avec environ 60 à 70% de leurs aliments qui sont bio, comparés aux non-consommateurs de bio, ont un meilleur profil alimentaire, avec plus d'aliments végétaux, moins raffinés, moins d'aliments animaux, des apports supérieurs en nombreux nutriments et en fibres, avec un meilleur respect des recommandations. Ils ont moins d'exposition aux pesticides chimiques. On peut le calculer à partir de bases de données sur la contamination des aliments usuels, mais aussi on peut le mesurer en mesurant les métabolites dans les urines des individus. Nous avons utilisé ces 2 approches pour pouvoir obtenir cette conclusion. Après la prise en compte des autres facteurs d'influence, c'est le cas en épidémiologie, par exemple l'âge, le sexe, l'activité physique, le tabac, l'alcool, les groupes d'aliments consommés, on observe chez ces consommateurs et consommatrices bio une probabilité plus faible de surpoids, moins 23%, et d'obésité, moins 31%. Également, moins 31% d'avoir un syndrome métabolique, qui est un très important facteur de risque cardiovasculaire associant l'obésité, avec aussi une réduction de 35% du risque de développer un diabète de type 2, et surtout chez les femmes, et de développer un cancer, moins 25% globalement pour 10 types qui ont été étudiés, dont en particulier des réductions très significatives de moins 34% pour le cancer du sein après la ménopause chez la femme, et moins 80% pour les lymphomes et les lymphomes non-Hodgkin. Certaines de ces données ont été confirmées par des études en Allemagne, en Angleterre et aux USA. Des études en Europe du Nord ont montré que les enfants qui mangent principalement bio ont moins de syndrome d'allergie. D'autres études ont établi qu'une exposition réduite à ces mélanges de résidus de pesticides de synthèse par l'alimentation est associée à une forte diminution du risque de pathologie chez des adultes. C'est le cas du diabète de type 2 et du cancer du sein post-ménopause en France. C'est le cas des maladies cardiovasculaires, des cancers et des maladies respiratoires aux USA. Enfin, pour ces consommateurs de bio avec une alimentation à base végétale en France, on a aussi un impact réduit de la production de leur alimentation sur les ressources, moins 23% de terres agricoles, moins 25% d'énergie consommée et moins 37% d'émissions de gaz à effet de serre et des impacts réduits sur la biodiversité. Saviez-vous qu'en France, les repères nutritionnels du programme national Nutrition Santé 4 de 2019, établi par le ministère de la Santé, recommandent le choix d'une alimentation plus saine et durable? Il s'agit de consommer en augmentation tous les groupes végétaux et pour tous ces végétaux, de privilégier ceux qui sont cultivés en bio. C'est une grande première. Diminuer la consommation des produits animaux, tous les groupes sont concernés. Donc nous avons calculé dans une étude que l'adhésion complète à ces recommandations du PNNS de 2019 favorise une haute qualité nutritionnelle, une réduction de l'exposition aux pesticides, la promotion de la santé, avec une réduction
de moins de 35 000 décès par an, auxquels il faut rajouter les impacts positifs directs de la réduction d'exposition aux pesticides, qui n'a pas été pris en compte, et la protection des ressources et de l'environnement, avec un prix d'achat légèrement supérieur de 0,9 € par jour et par personne. Cet article a été publié dans la revue Nature. Ainsi, les consommateurs actuels d'aliments bio respectent mieux les recommandations officielles et ont une plus grande conformité au concept d'alimentation durable établi par la FAO en 2010 et aussi avec les objectifs du développement durable de l'ONU. Pour conclure, disons qu'une transition vers une santé unique pour les humains et la planète est souhaitable et surtout, elle est indispensable et que l'alternative est déjà possible. Ainsi, en France, malgré le peu de soutien, plus de 10% de la surface agricole utile moyenne en France est bio. Et dans les régions du Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie, on dépasse 30% en bio. C'est donc possible. Donc pour la santé publique, donnons-nous tous les moyens de cette transition vertueuse. Je vous remercie. Merci, Monsieur Léron. On va revenir à la question de la réglementation avec l'intervention de Philippe Piard, donc, qui est président de la campagne Secret Toxique, donc, que beaucoup d'entre vous connaissent ici, mais je représente rapidement une coalition qui réunit une soixantaine d'organisations, dont plusieurs mutuelles, et qui est née en 2020 et qui travaille sur justement le problème de la sous-évaluation de la toxicité des pesticides. Donc on va revenir sur la stratégie de la campagne, faire le point sur l'actualité de la mobilisation et donner quelques indications aux mutuelles qui souhaiteraient rejoindre cette campagne. Le tout en moins de 7 minutes, évidemment. Eh ben, on va essayer. Mais merci déjà de nous avoir permis d'être ici aujourd'hui. Moi, je suis très content de représenter effectivement toute cette coalition. On est presque 80 aujourd'hui. Redire un petit peu d'historique, puisque Gilles-Éric Serralini est là et Gérald Ginger aussi, c'est de leur étude de 2020 que Secret Toxique est né. C'est aussi une convergence. Martin, je ne sais pas où il s'est sauvé, mais c'est notre premier directeur de campagne. Et c'est une convergence donc avec plusieurs mouvements. Il y a Génération Future qui est à l'origine, il y a Campagne Glyphosate France et Nature et Progrès. Et tout de suite, suite à cette publication, donc, que disait cette étude, c'est que sur des herbicides grand public, on avait des passagers clandestins. Donc on a porté une plainte contre X. C'était la première chose qu'on a fait parce que passagers clandestins, comment c'est possible? Où est-ce qu'il y a fraude? Et donc mise en danger de la vie d'autrui, atteinte à l'environnement, fraude à l'étiquetage éventuel. Donc une plainte contre X. Et éventuellement aussi fraude à la déclaration parce qu'on demande au parquet d'enquêter. Alors, c'est un peu triste, mais depuis 3 ans, à part 2 enquêtes, 2 auditions de gendarmerie pour 2 associations, rien ne s'est passé. La cancérogénicité de ces produits n'est pas à démontrer. Elle est avérée dans l'étude. Donc on a des cancérigènes qui sont des hydrocarbures aromatiques polycycliques. On a des métaux lourds. Et ça avait vraiment été le départ. On a décidé tout de suite de se coaliser, donc d'appeler autour de notre problématique tous ceux qui voulaient, qui étaient un peu en colère contre le système, parce qu'on sentait qu'on avait une piste, et la piste nous avait déjà été donnée en 2019 par une relecture par la Cour de justice de l'Union européenne du règlement 1107/2009 qui vise à l'encadrement de la mise en marché des pesticides. Et cette relecture nous faisait penser que les problèmes qu'on avait étaient dus au fait que cette réglementation n'était pas respectée. Donc ça a été le choix suivant de se mettre avec des parlementaires, Joël notamment, et Loïc et d'autres, et puis d'aller interroger les agences sanitaires, d'abord européennes et ensuite françaises, mais dès qu'on a interrogé l'européenne, les Français ont répondu aussi, parce que tout le monde se sentait un peu concerné, pour savoir comment ils mettaient en marché les pesticides. Et effectivement, ce qu'on a constaté, c'est que sur les formulations complètes, c'est-à-dire le produit tel qu'il est utilisé, il n'y a aucune étude de toxicité à long terme. C'est-à-dire que le produit, tout à l'heure on parlait de toxicité aiguë, le produit tel qu'il est utilisé n'est pas évalué. Gilles-Éric reparlait ce matin de la fameuse substance active déclarée par l'industriel. Il déclare ce qu'il veut. On a vraiment un gros problème. Déjà, la formulation déclarée par l'industriel n'est pas étudiée, et en plus, il y a des passagers clandestins.
puisqu'ils ont refait une étude en 2022 qui a montré sur une quarantaine d'années d'antériorité de pesticides mis en marché qu'on avait toujours des hydrocarbures aromatiques polycycliques et qu'on avait toujours des métaux lourds qui trimballaient dans les substances. Donc, on a décidé donc de continuer sur la voie juridique et de porter un recours au Conseil d'État. Là, on est en train d'échanger avec l'État et le lobby des pesticides qui s'est copieusement invité dans la discussion en intervention, le FITEIS. Donc, il nous a envoyé un mémoire en réponse. Donc, on a répliqué et on attend pour le 14 février ou 15 février une nouvelle réponse de l'État et des lobbies. On a aussi décidé, donc, peut-être un peu plus compliqué au niveau européen, mais comme je vais le faire court, on avait voulu embarquer en tant que requérant prioritaire le Parlement européen avec nous. Malheureusement, je pense que c'est intéressant de le dire, les pesticides ont une couleur politique. Et dès qu'on commence à partir du centre et vers l'extrême droite, malheureusement, on est plutôt pro-pesticides et c'est difficile de trouver du soutien de ce côté-là. Vu les majorités parlementaires que nous avons en ce moment, embarquer un Parlement pour nous aider à montrer, mettre en évidence, puisque ça on l'a fait avec des dossiers, la CNDSPE a fait la même chose que nous, on a demandé les dossiers. Les dossiers sont incomplets. Vous pouvez toujours demander une carte grise à une préfecture avec un dossier incomplet, vous pouvez toujours l'attendre. Par contre, quand c'est un industriel pose un dossier d'homologation de pesticides, le dossier est incomplet, il passe comme une lettre à la poste. Pour nous, c'était important d'avoir les politiques avec nous, parce qu'ils sont déjà représentants du peuple et ils sont aussi garants de l'application de la réglementation. Ils votent des lois, mais ils assurent derrière que ces lois soient respectées. Mais apparemment, malheureusement, peu nombreux sont ceux qui s'en préoccupent réellement. Donc on a, après pas mal de batailles et de temps passé, on a fini par s'attaquer au dossier du glyphosate, puisque c'était le seul que les arcanes du temps européen nous mettaient entre les mains. Et effectivement, on a bien eu le dossier du glyphosate, comme le disait Pauline ce matin, il confirme ce qu'on dit, il n'y a pas d'étude de toxicité à long terme sur la formulation complète. Donc, tous les produits à base de glyphosate ne sont pas évalués. Tels qu'ils sont utilisés dans les champs, tels que vous avez autour de vous, ils ne sont pas évalués du tout. Et c'est grave, parce qu'à partir de ces mensonges de base, on ne peut pas construire quoi que ce soit. On ne peut pas sortir de la problématique des pesticides, puisque pourquoi ? À partir du moment où ces produits sont jugés d'un risque acceptable, pourquoi s'en prémunir? Pourquoi s'en passer? Pourquoi mettre en place des politiques qui nous permettraient de nous en passer? Donc vous voyez bien ce qui vient de se passer ces quelques jours. Haut la main, Ecophyto à la poubelle. Alors Ecophyto, ce n'était pas contraignant, effectivement, mais c'était quand même un moyen de... Et tous ceux qui l'ont testé, les fermes qui l'ont testé, sont arrivées à des émissions de pesticides de 80%. Donc c'était quand même quelque chose qui pouvait fonctionner, sauf que c'était que sur la base du volontariat. Autre chose, c'est que à partir du moment où on estime que ces produits ne sont pas dangereux, on a un produit qui est légal, on inverse la charge de la preuve. C'est-à-dire que c'est à nous, victimes, alors moi je suis paysan, mais je peux être victime aussi, c'est à nous, victimes, citoyens, de prouver que si on est malade, c'est à cause de ces produits. Pauline l'a rappelé ce matin, mais je vais quand même le redire, parce que je trouve ça assez fondamental. On ne saurait autoriser la mise en marché de produits pouvant porter une atteinte grave à la santé et à l'environnement. Or, il nous reste 3 minutes. Bon, ça va, on est dans les temps. Donc, vous voyez bien l'hypocrisie de l'application de cette réglementation qui ne respecte pas son principe de base et qu'aujourd'hui, dans la salle, on a des victimes de l'empoisonnement aux pesticides et l'augmentation des maladies chroniques, que ce soit dans des clusters de cancer pédiatrique, que ce soit dans la population en général. Et les chiffres qui sortent là sur le cancer sont juste effrayants. On peut pas tous... On nous dit toujours c'est sur l'évaluation du danger et du bénéfice qu'on va calculer un risque. Mais si on n'évalue pas correctement le danger, on ne peut pas calculer un risque correct. Donc on se trompe complètement et on fait fausse route et surtout c'est criminel. C'est criminel de nous faire penser qu'on peut avancer en sécurité avec ces produits autour de nous. Ça a été évoqué ce matin aussi, nous faire penser qu'un pesticide est un produit comme les autres. C'est déjà de base un
mensonge. Donc pour nous, à Secret Toxique, il y a vraiment urgence à agir parce qu'on est devant un scandale sanitaire majeur et qui ne touche pas malheureusement, comme pour l'amiante, que des personnes exposées à cette roche, alors de manière professionnelle ou malheureusement dans les écoles. Mais là, c'est toute la population, puisque nous mangeons tous. Donc je pense qu'il y a une urgence à se mobiliser. Donc nous, on le fait dans les tribunaux. Moi, je suis très content ici d'être dans une enceinte politique, parce que ce sont, je le redis, des représentants du peuple, mais aussi avec des mutuelles, parce qu'elles sont aussi représentantes d'un grand nombre de citoyens, puisque la mutualité française, on l'a dit encore, 35 millions d'adhérents. Donc il y a des moyens d'action qui nous sont donnés à travers ces représentations. On a besoin d'un soutien financier, puisqu'on a besoin de pouvoir continuer, mais toutes les assos qui travaillent dans ce biais, je veux dire, portent la charge financière du combat qu'elles mènent, combat qu'on ne devrait pas mener. On ne devrait pas se battre pour ça. On a besoin d'informations, donc on a besoin que vous tous, nous tous, les mutuelles, vous avez plein d'adhérents derrière vous, il faut lever le voile de l'ignorance. Vous voyez, dès qu'on commence à expliquer la problématique des pesticides, et nous on le fait dans les projections débat qu'on organise avec notre film, dès qu'on lève le voile, la compréhension vient, c'est clair, je veux dire, il faut dire les choses, donc c'est très très important, et on a besoin de vous aussi pour cette information-là. Et puis vous avez un poids politique énorme. Alors on a vu comment un poids politique d'agriculteurs, ils ne sont pas très nombreux, tout compte fait, par rapport à ce que représente la mutualité française. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, donc ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous pouvez faire, mais personnellement on attend beaucoup de vous parce que vous avez une capacité à agir pas négligeable. Je vous remercie. Je donne la parole maintenant à Nicole Bonnefoy, qui est sénatrice de Charente depuis 2008 et qui travaille sur la question des pesticides depuis 2012. Et vous souhaitiez expliquer, Madame Bonnefoy, le contexte qui a débouché finalement sur la mission pesticides de 2012 que vous aviez présidée et sur la façon dont les recommandations de cette mission se sont ensuite traduites dans la loi. Et donc, vous avez aussi 7 minutes maximum. Je vais essayer. Bonjour à tous. Donc, je suis, comme vous venez de le dire, Nicole Bonnefoy. Je suis sénatrice du département de la Charente. Je suis élue depuis 2008. Et depuis 2008, j'essaie autant que possible, avec quelques-uns de mes collègues, travailler pour faire avancer cette question des pesticides et de l'impact des pesticides sur la santé humaine, en premier lieu, et évidemment sur l'environnement aussi. En 2011, j'ai assisté à la création de l'association Phytovictimes, dont le siège est dans mon département, donc est représenté ici, Phytovictimes. Les personnes qui ont créé Phytovictimes étaient des agriculteurs, au premier rang duquel Paul François, que vous devez connaître l'histoire de Paul François, qui s'est battu pour obtenir sa reconnaissance en maladie professionnelle, empoisonné par Monsanto, et reconnaître également la responsabilité de Monsanto avec Maître Laforgue d'ailleurs comme avocat, un parcours du combattant et très cher payé pour Paul François. D'autres paysans étaient aussi à l'origine de la création de cette association. Je pense à Jacques Ferrand, que je connais très bien, qui est viticulteur du Cognacé, dont le fils est mort d'un cancer du rein. Caroline Chenet, dont le mari est mort d'une leucémie et qui était éleveur. Et donc c'est ces 3 personnes courageuses qui ont créé cette association et qui avaient à l'époque défié la chronique en allant au salon de l'agriculture. On n'est pas loin du salon de l'agriculture, là bientôt en date, et qui étaient venus dire au milieu de tous, voilà ce qu'on fait de nous avec des photos accrochées. On fait de moi un paraplégique, on fait de moi un malade. Donc, évidemment, je connaissais l'histoire de chacun et la création de cette association. Et en 2012, au Sénat, ici, pour retranscrire dans cette enceinte l'histoire de ces agriculteurs et du combat qui était le leur, j'ai demandé la création d'une mission d'information pour travailler sur l'impact des pesticides sur la santé humaine. Qu'est-ce que c'est une mission d'information? C'est une possibilité pour les parlementaires de travailler pendant 6 mois, et le Sénat vous donne, ou l'Assemblée nationale vous donne les moyens de travailler pendant 6 mois pour ensuite rendre un rapport
le présenter aux collègues, et mettre ce rapport au vote, et évidemment des recommandations et des propositions de loi peuvent être reprises ensuite, soit par le gouvernement, soit par les parlementaires eux-mêmes, ce qui a été le cas. Donc, mission d'information en 2012, 6 mois de travail. Joël Labbé, que je vois là d'ailleurs, faisait partie de la mission d'information. On a été élus en même temps, tous les deux, en 2008. Donc, mission d'information qui disait beaucoup de choses, mais qui faisait 5 constats majeurs. Et les constats, malheureusement, on les retrouve encore aujourd'hui. À savoir que les dangers et les risques des pesticides pour la santé sont encore sous-évalués, que le suivi des produits pesticides après leur mise sur le marché n'est qu'imparfaitement assuré au regard de leur impact sanitaire réel, que les protections contre les pesticides, vous en parliez tout à l'heure, ne sont pas à la hauteur des dangers et des risques qu'ils font peser sur leurs utilisateurs comme sur le reste de la population, que les pratiques industrielles, agricoles et commerciales actuelles ne prennent pas suffisamment en compte la problématique de santé. C'était en 2012. Que le plan Ecophyto, lancé dans le cadre donc du Grenelle de l'environnement, avec comme objectif la réduction de 50% d'ici à 2018 de la quantité de pesticides utilisés, évidemment, ne serait pas respecté. On voit qu'il n'a pas été respecté. Pire que ça, il est mis en pause. Et on sait ce que ça veut dire, pause. Donc, voilà les 5 constats majeurs que, encore une fois, malheureusement, on retrouve aujourd'hui. Cette mission d'information a quand même eu des effets positifs, même si, comment on peut regretter qu'il n'y en ait pas eu encore davantage, et surtout regretter ce qui se passe actuellement. On en parlait tout à l'heure en aparté avec Joël. Donc les avancées qui ont été obtenues, elles ont été obtenues, il faut le dire, on lisait aussi avec Joël en 2014, quand le ministre de l'Agriculture était Stéphane Le Foll, qui défendait l'agroécologie. Quelques mesures importantes, c'était l'indépendance de l'ANSES qui était rattachée au ministère de l'Agriculture et qui n'avait pas les moyens de travailler, à qui nous avons donné l'indépendance, et qui indépendance qui est remise en cause aujourd'hui, puisque ce gouvernement demande de nouveau le rattachement de l'ANSES au ministère de l'Agriculture. Les moyens, on a donné aussi à travers une taxe sur le chiffre d'affaires de la vente des produits phytopharmaceutiques, des pesticides, une taxe de 0,3% sur un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards. Donc c'est équivalent de 6 millions d'euros à peu près pour l'ANSES. On a permis aussi la création d'un suivi post-AMM, après autorisation de mise sur le marché, pour permettre le retrait des produits, ça n'existait pas, et pour pouvoir procéder également à des inspections sur les fabrications, ce qui n'existait pas. On a demandé et obtenu la mise en œuvre d'un dispositif de phytopharmacovigilance. Ça, c'est un dispositif de surveillance à l'échelle nationale, sur tout le territoire, pour faire remonter auprès de l'ANSES tous les effets indésirables sur les humains et sur l'environnement, ce qui permet bien évidemment soit des études complémentaires, soit le retrait de produits, soit qui permet également de faciliter l'inscription des maladies au tableau des maladies professionnelles. L'interdiction des épandages aériens, ils existaient, ils n'ont plus existé, et j'entends que maintenant on voudrait les rétablir. La séparation du conseil de la vente, qui existait, qui n'existe plus, j'entends qu'on voudrait le remettre. Voilà quelques... Et évidemment, ça c'était une disposition qu'on a obtenue, et puis Joël qui a déposé une proposition de loi pour obtenir la fin de l'utilisation par les collectivités des pesticides. Voilà quelques dispositions, il y en a eu d'autres, je ne peux pas toutes les donner, c'est trop long. En tout cas, on a fait ce qu'on a pu, on a obtenu, et encore une fois, tout ce travail qui était compliqué, difficile, on voit aujourd'hui remis en cause, c'est pour nous, on est des parlementaires, représentation nationale, je peux vous assurer que c'est une souffrance. Ça ne veut pas dire que le combat s'arrête, on va bien évidemment essayer encore de le porter, et plus fort si possible. J'ai permis aussi, en lien avec Maître Laforge, que je salue, la création du fonds d'indemnisation pour les victimes des pesticides, en se calquant sur ce qu'est le fonds d'indemnisation pour les victimes de l'amiante. Et ce fonds, j'ai déposé une proposition de loi ici en 2016, qui a été votée ici au Sénat en 2018, en février. Franchement, on disait avec Joël encore tout à l'heure, je pense que si c'était maintenant, ce ne serait pas voté. Enfin, la création du fonds a été votée. Il a été repris par le gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances de la Sécurité sociale en 2020. Il est rentré en vigueur en novembre 2020. Évidemment, il a été repris de façon moins
moins intéressante que ce que nous avions, nous, souhaité dans le cadre de la création du fonds d'indemnisation, puisque nous souhaitions une reconnaissance du préjudice intégral, et ça n'a pas été le cas, puisqu'il y a uniquement une reconnaissance forfaitaire, avec une indemnisation forfaitaire, pardon, du préjudice et non intégrale. Et je sais que Phytovictimes, qui siège au comité du fonds d'indemnisation, réclame cette reconnaissance du préjudice intégral, et c'est bien normal. Fonds d'indemnisation qui a quand même permis, et je l'ai entendu et j'en étais heureuse, la reconnaissance, je pense à Théo, ce jeune Théo qui était malade, et grâce au fonds d'indemnisation, le lien a été fait entre sa maladie, ou ses maladies, ses problèmes avec le glyphosate. Et donc ça, c'était... et j'entendais les parents qui disaient, bon, ok, on a sur le plan financier, c'était peu, puisque forcément, avec un préjudice qui est simplement forfaitaire, enfin une indemnité forfaitaire et pas intégrale, c'était peu. Mais l'important, c'était quand même de reconnaître ce lien. Donc le fonds d'indemnisation a permis ça. J'ai vu aussi récemment que le CHU d'Amiens allait mettre en place la première consultation pesticides et pathologies pédiatriques. Et ça, c'est justement pour venir, on peut le regretter parce qu'on préférerait évidemment qu'il n'y ait pas de malades, mais pour permettre justement qu'il y ait plus de dossiers qui soient déposés dans le cadre du fonds d'indemnisation de victimes des pesticides, puisqu'il existe. Mais faut-il encore qu'il soit connu? Et on en parlait dans mon département, puisque je suis aussi élue départementale, et le seul département de France, c'est le mien, qui vient en accompagnement des victimes des produits phytosanitaires en finançant l'association Phytovictimes. Donc on voit bien cette problématique et donc la nécessité que l'information soit mieux connue auprès des professionnels de santé en particulier, pour que les malades puissent solliciter ce fonds. Donc voilà, j'allais dire succinctement, le travail d'année pour essayer de d'avancer sur cette question difficile, alors qu'on voit aujourd'hui, et c'est terrifiant, le recul qui est opéré. C'est pas le même sujet, mais c'est quand même le sujet. J'ai déposé il y a peu une proposition de loi pour permettre la reconnaissance des sols et donc le vivant des sols. Donc il y a la santé humaine, mais il y a aussi la santé environnementale, et ça passe par le sol. Et donc j'ai déposé une proposition de loi qui vient cette semaine en examen au Sénat, en commission, et la semaine suivante en séance publique. Ce qui permettra d'inscrire la problématique des sols dans le Code de l'environnement pour les protéger au même titre, et les considérer au même titre que l'air et l'eau, et pour bien évidemment essayer d'avoir une stratégie nationale pour aller vers l'agroécologie. Je ne suis pas sûre du tout que ce texte puisse être voté, surtout dans le contexte actuel, mais ce sera encore l'occasion avec mes collègues de porter le fer et le débat, en espérant que les politiques et la société tout entière, et vous avec nous bien sûr, parce qu'on a besoin de tout le monde, on puisse vraiment faire avancer ces questions qui sont majeures pour la santé humaine bien sûr, mais aussi pour la santé environnementale, pour nous et les générations à venir. Voilà. Alors, on va terminer la table ronde avant de passer la parole dans la salle avec Lucie Leloup, donc, qui est cuisinière et administratrice du collectif Les Pieds dans le Plat. Donc, je le présente succinctement. C'est un réseau national de cuisiniers et autres experts qui propose des formations et accompagnements aux collectivités qui souhaitent passer leur restauration collective en bio local de saison. Donc, il y a plus d'infos sur leur site internet si vous souhaitez en savoir plus. Et donc, je laisse Lucie Leloup vous dire pourquoi la restauration collective concerne tout le monde et comment on peut passer à l'action avec quelques exemples très inspirants. Bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment honorée d'être parmi vous pour porter la voix du collectif Les Pieds dans le Plat. Au collectif, nous ne sommes ni médecins, ni scientifiques ou politiques. Nous sommes des cuisiniers, des cuisinières, des diététiciennes, des chargés de mission, des spécialistes des marchés publics. Tous soucieux des ravages de l'alimentation quand elle est laissée entre les mains d'enjeux financiers. Car on ne cuisine plus tant que ça en France, mais on assemble beaucoup.
beaucoup de produits ultra transformés de l'agroalimentaire. Un fond de sauce en poudre par-ci, des carottes sous vide par-là, des texturants chimiques. Nous, au collectif, nous cuisinons pas comme ça. Nous cuisinons des produits sains, locaux et de saison, cultivés par des paysans en agriculture biologique. Pas 20% de produits bio comme le préconise la loi Egalim, mais 100%, car notre avenir a besoin d'une agriculture saine. Et 100% fait maison pour valoriser les savoir-faire des métiers nobles de la cuisine. Nous sommes porteurs de l'histoire politique de l'alimentation, qui a toujours été un enjeu de domination sous toutes ses formes. Le partage de la table est une vision moderne et son accessibilité une pensée utopique à conquérir. Notre terrain d'action, c'est la restauration collective. Pourquoi ? Parce que ça représente 10 millions de repas par jour, en France, juste pour la France, et parce qu'elle concerne tout le monde. De la prime enfance, en passant par l'hôpital et jusqu'à l'EHPAD, la qualité de la nourriture servie nous concerne tous tôt ou tard. Quelle que soit notre classe sociale, quelle que soit notre ville d'origine, notre métier ou nos goûts personnels. Nous, on a un grand rêve au collectif et que chacun et chacune, à toutes les étapes de sa vie, puisse avoir accès à une restauration collective sociale 100% bio, 100% fait maison, le plus local possible et toujours dans le respect de la saisonnalité. Le collectif Les Pieds dans le Plat se revendique également de l'égalité de traitement de tous les citoyens, dans un cadre de laïcité avérée. Nous sommes pour l'entraide et la solidarité entre membres, mais bien au-delà, en direction de tous les citoyens. Notre démarche est fondée sur l'acquisition et le partage de connaissances politiques, philosophiques, éthiques, techniques et scientifiques. Nous agissons là où l'on nous appelle, surtout nous transformons là où nous rencontrons une volonté politique. Je vous parle de cantines où ça sent bon, où les mangeurs sont respectés, où les équipes sont heureuses de cuisiner ensemble et où les producteurs sont considérés. Ça ressemble un peu à une utopie, hein ? Eh bien non. Nous en avons audité, accompagné et formé dans toute la France, et on est assez fiers de ça. Comme en Dordogne, où 13 sur les 35 collèges sont déjà sur ce modèle d'excellence, grâce à la volonté du président de département. Ce président a décidé de flécher la dépense publique en direction de l'agriculture biologique pour une relocalisation de l'alimentation et une protection des ressources. Comme à Romainville, c'est juste à côté d'ici, en plein cœur de l'Île-de-France populaire, où des minots qui ne font parfois qu'un seul vrai repas par jour sont nourris sainement, avec amour et pour pas plus cher. Comme à Bru, en Ille-et-Vilaine, où la cuisine centrale livre plus de 1300 repas par jour à des mangeurs de tout âge, de la crèche jusqu'au restaurant municipal, tout en promouvant un fort engagement pédagogique et écologique envers les convives, et tant d'autres. Imaginez un instant que cela soit généralisé au niveau national. Les milliards de repas servis en restauration collective seraient porteurs de territoires vivants. Une nourriture plus saine, variée et de saison, servie à tous et permettant une santé moins abîmée par les pesticides et les produits ultra transformés. Comme l'a si bien appuyé Didier Léron dans sa précédente intervention à la table ronde, où c'était très orienté nutrition, et en fait, nous, c'est la même chose, mais mis en application dans la cuisine collective. Vous pensez sûrement que ça coûte plus cher de bien faire les choses. Eh bien non, car nous maîtrisons les coûts en nous appuyant sur des leviers identifiés que sont la maîtrise du gaspillage alimentaire, la valorisation totale des végétaux, l'introduction des légumineuses, l'accompagnement des mangeurs et également un cadre diététique qui permet de couvrir les justes besoins nutritionnels. Et là, on ne parle même pas des externalités positives sur la santé publique, sur les écosystèmes, sur le monde agricole, sur l'éducation de nos petits citoyens également, qui, si on calcule toutes ces externalités, montrent toujours à quel point la souffrance et la destruction coûtent cher à la société. Pour nous, une assiette doit être synonyme de plaisir, d'émotion gustative, mais doit aussi intégrer l'ensemble de la chaîne du vivant. Ce caractère du partage des problématiques, cette démocratie alimentaire supprimerait la spéculation sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. À celles et ceux qui sont aujourd'hui en position d'agir concrètement pour la santé publique, nous avons quelques recettes à partager avec vous.
Des recettes de cuisine alternative et classiques, mais aussi des recettes pour comprendre finement les enjeux de notre alimentation. En interne d'abord, parce qu'on se mobilise bien mieux quand on a digéré les enjeux sanitaires, climatiques ou agricoles de notre assiette. Et vers vos adhérents, quels qu'ils soient et où qu'ils soient. Nos recettes comprennent beaucoup d'écoute, quelques épices sur l'histoire de notre alimentation, parce qu'il n'y a pas d'alimentation sans une histoire politique de celle-ci. L'amiante, comme les pesticides, sont des pollutions éternelles. Tout le monde dans la salle sait qu'ils sont partout. Donc la question est de trouver des raisons d'espérer, de faire du bien, de se trouver des raisons d'agir dignement. Le pari d'avenir réside dans une démocratie alimentaire qui intègre l'accessibilité à une alimentation digne dans un cadre du droit universel à l'alimentation. Nous, en tout cas, ce pari, on est prêt à le prendre avec vous. Merci. Merci beaucoup. Ça va être le moment de passer la parole à la salle. Alors, il y a une dernière intervention qui est prévue, celle de Michael Derangeon, qui est vice-président d'Atlantico, qui est un syndicat producteur d'eau potable en Loire-Atlantique, qui est aussi maître de conférence en physiologie à Nantes et qui va évoquer la difficulté, voire l'impossibilité de traiter l'intégralité des pesticides donc, pour avoir de l'eau potable qui en serait dénuée. Et qui va aussi nous raconter comment ça se passe concrètement en fait, sur une zone de captage quand on veut passer à 0 pesticide. Comment se comportent les services de l'État? Que disent les agriculteurs? Michael Derangeon, je vous laisse nous répondre. Bonjour. En avril 2023, nous apprenions que l'eau du robinet est massivement polluée par le R471811. Cette molécule est un métabolite du chlorothalonil, fongicide classé cancérigène 2B, utilisé très massivement depuis le début des années 70. Pendant 53 ans, nous étions aveugles à cette pollution. Pourquoi? Eh bien, comme pour la quasi-totalité des pesticides, nous étions dans l'incapacité de mesurer les métabolites du chlorothalonil. Pour le R471811, il a fallu attendre plus de 53 ans après les premières utilisations pour pouvoir en France le rechercher dans l'eau que nous buvons. Plus problématique, dès 2020, les ARS avaient au fil de l'eau les résultats d'analyse par l'ANSES. Malheureusement, aucune alerte n'a été lancée, ni à la population, ni aux producteurs d'eau. Sur le territoire où je suis élu, 490 000 habitants sur 550 000 ont une eau officieusement non conforme. Officieusement, car officiellement, il n'y a pas de pollution. Cette molécule dans notre département n'est toujours pas au contrôle sanitaire. Cet exemple du R471811 est alarmant, mais pas le plus inquiétant, car même si cela sera très coûteux, techniquement, les approches les plus abouties comme l'osmose ou la nanofiltration pourront éliminer cette molécule. Ce n'est pas le cas pour tous les pesticides. En effet, dans certains cas, nous n'avons aucune solution technique d'élimination. Pour exemple, le DMS, métabolite du tolifluanide, que nous avons retrouvé sur un de nos captages, à des teneurs 26 fois supérieures à la norme de l'eau potable. Pour cette molécule, aucune solution technique d'élimination n'existe. Même l'osmose a un rendement très faible. Ce DMS, à lui tout seul, illustre l'impasse dans laquelle nous sommes. Car non seulement nous ne pouvons pas le retirer de l'eau, mais en plus, quand cette molécule passe dans les filières de traitement, elle peut être transformée en NDMA, une nitrosamide probablement cancérigène, ou complètement dégradée par le chlore en des métabolites que nous ne pouvons pas doser. Quels sont les effets sur la santé des nourrissons, des enfants, des adultes de ce DMS transformé par le chlore? Nous n'en avons aucune idée. Devant cette situation, le syndicat d'Atlantico, dont je suis vice-président, défend et met en application certaines mesures que nous considérons essentielles. Nous adoptons une transparence totale vis-à-vis des molécules recherchées et nous alertons systématiquement les citoyens, ce qui devrait être fait par tous les producteurs d'eau. Nous investissons fortement dans la R&D. Par exemple, nous utilisons des bioessais, des empreintes chimiques, qui nous permettent malheureusement de démontrer que les effets cocktails sont bien une réalité et que même après charbon actif, nous pouvons retrouver la trace de plusieurs centaines de molécules. 354 pour être précis sur un captage après charbon actif. Enfin, nous demandons du 0 pesticide sur les aires d'alimentation des captages, car nous sommes dans la majorité des cas incapables de rechercher leurs métabolites. Malheureusement, cette demande du 0 pesticide sur les aires d'alimentation de captage reste pour le moment un vœu pieux. Prenons l'exemple du captage de Macérac, situé en Loire-Atlantique, pollué par l'ESA métolachlore et le R471811. Pour ce captage, nous proposons plusieurs millions, j'ai bien dit plusieurs millions d'euros d'indemnités pour le non-usage des pesticides. Pour le moment, la réponse unanime des services de l'État, je ne parle pas de la réponse du président de la Chambre de l'agriculture qui à l'époque nous avait insultés,
Pour les services de l'État, eh bien, on ne peut pas retenir le zéro pesticide. À la place, ils nous proposent une liste positive de phytopharmaceutiques qui, pour eux, ne présenterait en théorie, d'après ces services, aucun risque pour la qualité de l'eau. Quand on examine cette liste positive, nous pouvons constater que certains pesticides ne sont pas dans le contrôle sanitaire, que d'autres sont déjà retrouvés dans l'eau potable, ou tout du moins leurs métabolites, et qu'enfin certains font partie de la famille des PFAS, ces polluants éternels aux effets physiologiques extrêmement néfastes. Nous pouvons aussi constater que de nombreux pesticides de cette liste sont déjà connus pour avoir des propriétés, entre autres, neurotoxiques, génotoxiques, toxiques pour les milieux aquatiques, et que la quasi-totalité de leurs métabolites ne sont pas mesurables dans le contrôle sanitaire. En conclusion, même si les services de l'État ont connaissance de l'incapacité technique à mesurer les pesticides dans l'eau et leurs produits de transformation, même si les services de l'État ont l'information comme quoi ces molécules présentent une réelle dangerosité pour l'homme, pour le neurodéveloppement de nos enfants, la ligne de réflexion de ces services, soyons précis, la DDTM, sont clairement et toujours des aspects économiques et jamais les enjeux prioritaires de protection de l'environnement, de protection de la fertilité, de protection du neurodéveloppement et de la santé des individus. Le zéro pesticide sur les aires d'alimentation de captage, qui ne représente que 3,5% de la surface agricole utile de notre département, n'est pas une approche dogmatique, mais la seule approche pragmatique et technique pour protéger nos santé collectives. On va prendre des questions, sachant que... Ah oui, j'ai oublié, excusez-moi. Autant pour moi, j'ai oublié Phytovictime qui doit intervenir avant qu'on passe aux questions. Et donc, il s'agit de Claire Bourrasso, qui est responsable du service d'aide aux victimes, et de Aline Fournet, qui est directrice de l'association, qui vont prendre la parole. Je vous présente mes excuses à nouveau. Il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Donc bonjour à tous, je suis la directrice de l'association Phytovictime. Alors elle a été présentée brièvement, je vous en remercie également par Madame Bonnefoy. Donc notre association a pour mission l'accompagnement des professionnels, tous les professionnels quels qu'ils soient, évidemment professionnels du monde agricole en premier lieu, mais pas que. Il y a aussi des professions auxquelles on ne pense pas souvent, et même très rarement, notamment les fleuristes par exemple. Et donc on accompagne tous ces professionnels victimes des pesticides dans leur démarche de reconnaissance en maladie professionnelle. On sait que c'est des démarches qui peuvent être compliquées administrativement, d'autant plus quand on est malade. Donc on est là pour pouvoir accompagner ces victimes individuellement dans leur démarche jusqu'à l'indemnisation quand c'est possible. Et on œuvre sur l'ensemble du territoire national et également aux Antilles, puisque nous sommes présents en Martinique et en Guadeloupe avec des salariés sur place et des antennes locales. On a été aux côtés de Madame Bonnefoy et de Maître Laforgue dès 2016 pour la création du Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, lequel a vu le jour, vous l'avez dit, mais avec des ambitions moindres que ce qu'on aurait pu vouloir, et notamment quant à la réparation et l'indemnisation, qui est aujourd'hui une indemnisation forfaitaire et non intégrale. Aujourd'hui, il y a encore un combat à mener, même plusieurs, mais aujourd'hui, notre combat va porter notamment sur la réparation intégrale que l'on demande à l'association, pour que les victimes soient non plus indemnisées de façon forfaitaire, mais que ça prenne en compte l'intégralité des dommages, notamment par exemple des pertes de revenus ou alors le préjudice moral. Donc voilà, c'est vraiment sur ça que porte notre demande principale, et puis ensuite sur des points de communication sur lesquels Claire Bourrasso va revenir. Oui, en attendant que cette réparation intégrale puisse voir le jour, on demande déjà à ce qu'une véritable communication soit faite sur le dispositif existant. Malheureusement, aujourd'hui, c'est loin d'être le cas, puisque quand les pouvoirs publics avaient estimé le nombre de victimes potentielles du fonds d'indemnisation, ils avaient parlé de 10 000 personnes uniquement sur les tableaux, les deux premiers tableaux, le tableau Parkinson et hémopathie, donc sans prendre en compte le tableau cancer de la prostate, qui aujourd'hui est un nombre important des demandes. Donc du coup, ce nombre de 10 000 était vraiment à minima. Et aujourd'hui, 3 ans après la création du fonds, seuls un petit peu plus de 1000 personnes ont sollicité ce fonds. Donc il y a un véritable enjeu de communication auprès des professionnels qui sont impactés par les pesticides, auprès également des enfants et des familles, puisqu'aujourd'hui le fonds permet la réparation pour les enfants de professionnels exposés in utero, et malheureusement on est à moins d'une vingtaine de dossiers depuis 2020.
Donc il y a tout un combat à mener autour de la communication, également aussi au niveau des professionnels de santé qui sont un maillon essentiel de la chaîne, puisque quand on est victime des pesticides, on est d'abord malade et on va voir soit son généraliste et après son spécialiste. Et ces professionnels sont très peu informés des risques liés aux pesticides et donc n'orientent pas forcément leurs malades vers une demande de maladie professionnelle quand c'est possible. Donc ça, c'est vraiment le premier enjeu. Et puis après, l'autre enjeu de communication également, c'est sur le complément d'indemnisation des victimes des pesticides, donc qui est permis par le fonds. Ce matin, on parlait de la MSA. Donc on va vous donner une anecdote très concrète qui montre qu'aujourd'hui, malgré le dispositif, on pourrait faire encore mieux pour que chaque victime ait connaissance de ses droits, et ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc je vais vous expliquer un peu plus précisément. En fait, le complément d'indemnisation, il est issu de la taxe sur la vente des pesticides qui se fait par demande volontaire de la victime. Donc, il faut avoir l'information, c'est la première chose. Et donc, nous, face à ça, on avait demandé à la Caisse centrale combien de personnes encore n'avaient pas pu bénéficier de ce fonds, de ce complément, pardon. Ils avaient estimé, donc ils estiment toujours à 630 personnes qui n'ont pas eu connaissance de ce complément d'indemnisation et donc de cette indemnisation. Donc ça, on a fait remonter ça le 4 avril 2023. On nous a répondu qu'une action allait être mise en place au premier semestre 2023, on l'attend toujours. Donc aujourd'hui, ce dispositif existe. Il n'y a pas grand-chose à mettre en place pour que les victimes qui ont le droit puissent en faire la demande. Et aujourd'hui, malheureusement, malgré la mise en place de dispositifs, la communication ou l'ensemble des acteurs ne jouent pas le jeu. Donc c'est dommage que la MSA ne soit pas là aujourd'hui, parce que nous, on avait pas mal de choses à leur dire. Mais voilà, aussi ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une première étape, ce fonds d'indemnisation, et bien évidemment que voilà, avec la réparation intégrale, on veut encore aller plus loin. C'est une première étape, mais il faut déjà que cette première étape soit remplie et puisse bénéficier au plus grand nombre et à ceux qui ont droit à ce fonds. Voilà. Donc cette fois, la parole est à vous pour de bon. On a un quart d'heure, un gros quart d'heure pour échanger, sachant que la commande, c'était de voir de quelle manière les mutuelles peuvent se mobiliser aux côtés des personnes qui luttent pour activer la protection contre les pesticides. Alors, je vais commencer par la personne qui est là-bas, qui n'a pas encore parlé, je crois. Que ceux qui n'ont pas encore parlé, n'hésitent pas à faire tourner aussi la parole. Intervention courte, je répète. Oui, donc Bernard Tepper, Alternative Mutualiste. Je rejoins la personne qui vient de parler avant moi sur le problème de l'enjeu de communication. J'ai parlé tout à l'heure, puisque j'ai fait partie de l'équipe de désamiantage de Jussieu, quelle a été l'importance de la communication, d'abord par le comité anti-amiante, qui effectivement a fait une communication assez forte, et deuxièmement, par une puissance action de communication par l'équipe de désamiantage elle-même, en tout cas vis-à-vis aussi bien de l'université dans laquelle on était, que de l'ensemble des habitants qui habitaient autour. Alors je me dis, nous venons de vivre une opération avec un mouvement des agriculteurs dont le résultat est un recul en matière de l'écologie. On voit ce qui est arrivé à Ecophyto, et puis il y a quelques autres mesures qui se préparent, je dirais, contre des avancées écologiques en matière agricole. Et pendant cette période-là, eh bien, nous n'avons rien entendu de ce qui se dit ici. Et donc la question que je pose, c'est comment intervenir sur le grand public dans des moments où il y a, je dirais, un conflit comme celui qui vient d'arriver, et où ce que j'entends ici, qui m'apparaît très positif,
eh bien, je ne l'ai pas entendu sur l'ensemble des médias et l'ensemble des interventions qui ont eu lieu ici et là. Il y a bien eu quelques petites tribunes, quelques petites actions, mais c'est quand même, je dirais, très léger. Parce que là, on va bénéficier d'un grand recul, et donc, il va falloir ramer pendant sans doute plusieurs mois ou plusieurs trimestres ou plusieurs années pour retrouver le niveau que nous avions avant sur le problème des pesticides. Donc c'est une question que je pose. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que, je dirais, la santé publique et la santé environnementale aient droit à la parole au moment où il y a des conflits sociaux très importants? Je vous remercie de votre attention. Alors, il y a une prise de parole tout au fond et après, monsieur Gilles-Éric Serralini, allez-y. Oui, quelques éléments de réflexion sur la question de la restauration collective, sur ce qu'a souligné Lucie et qui doit nous interpeller parce qu'on a effectivement 10 millions de repas servis par jour dans ce pays. Les surfaces agricoles, ça a été dit, elles ont augmenté. On est passé à 2,5 millions de surfaces agricoles en bio aujourd'hui et il y a 58 000 agriculteurs en bio. Il y a la question fondamentale du comment on élargit ce champ, qui est un champ, on l'a vu avec la problématique de l'eau, de la protection de la ressource, qui est un champ de protection des ressources, à condition qu'on, dans le même temps, on puisse installer des paysans et qu'on rende accessible la question alimentaire. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être confiée, encore une fois, à notre carte Visa. Il faut qu'il y ait un bon quantitatif et qualitatif. Ce bon qualitatif, il passe effectivement par un rapport de force sur les cantines, en priorité, la restauration collective sociale, scolaire et autres, mais il passe aussi par faire en sorte qu'on a 52% aujourd'hui de la restauration qui est publique. On a le reste qui est passé au moins total du privé, notamment restauration d'entreprise. Donc on a des combats à mener et cette convergence, elle doit passer par ce champ. Quand on parle de droit universel à l'alimentation, c'est un champ constitutionnel qu'il faut qu'on investisse. Avec en ligne de mire, on arrête les pesticides et on passe à l'agroécologie. Voilà. Alors, monsieur Serralini, et ensuite, je vais passer la parole à la tribune pour répondre aux questions. Oui, d'abord, je voudrais féliciter et remercier les oratrices et les orateurs et les interpeller sur deux choses pour avoir des réponses. La première, je remercie Philippe Pierre, mais je m'adresse à Laurence Huck. Vous avez à juste titre montré, disons, les détails absolument importants des tests de toxicologie pour les pesticides. J'ai fait moi-même partie pendant 9 ans des commissions de ce type de choses. Et ce qui est remarquable, vous cherchez des gens pour étudier tout cela parce que ça ne peut pas être fait par l'administration. C'est qu'une centaine d'étudiants en toxicologie en master peuvent tout simplement réétudier ça ou étudier ça. On peut leur faire des mémoires. Je suis moi-même enseignant en toxicologie à l'université de Caen, mais c'est interdit parce que les données sont confidentielles. Et alors, ça s'adresse aussi aux mutuelles, ce que je dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, tous les métabolites et tous les produits qu'a souligné monsieur dans l'eau du robinet, dans les eaux de captage, eh bien, elles ont été autorisées un jour, ces molécules. Et vous ne pouvez pas avoir les dossiers de toxicologie de ces produits qui existent pourtant sous couvert du secret industriel. Des analyses de sang de rats, ça ne doit pas être du secret industriel, ça fait partie de la santé environnementale. Et donc, il faudrait vraiment demander cela. Et la deuxième chose qu'en pensez-vous? Et la deuxième chose que je voudrais souligner est que ce qui me marque profondément dans ce colloque, c'est que nous ne faisons aucun rapprochement avec tout ce qui s'est passé, Maître Laforgue pourrait vous le dire, aux États-Unis. J'ai été conseiller des avocats américains qui ont gagné 10 milliards pour 100 000 patients atteints de problèmes de cancer liés aux pesticides.
Et il a été évident s'ils ont gagné. C'est parce qu'il a été évident que Monsanto a fraudé, que les grandes compagnies qui aujourd'hui sont en Europe, Bayer, etc., qui sont d'ailleurs dirigées par les mêmes personnes. La toxicologue de Monsanto est devenue toxicologue en chef chez Bayer, Diana Farmer. Et en fait, aucun recul n'a été pris à partir de ce qui s'est passé. On a eu toutes les preuves dans les procès américains que ces compagnies ont fraudé pour les autorisations de pesticides et d'ailleurs incidemment de PCB, mais ce n'est pas le terme aujourd'hui, c'est les résidus de plastique qu'on trouve même dans les formulants de pesticides, mais et bien dans d'autres choses, notamment dans les sièges qui sont ici, ou les peintures, etc. Et ces fraudes-là qui sont massives et qui ont porté beaucoup de patients vers la tombe n'ont pas du tout été prises en compte dans ce qu'on sait aujourd'hui au niveau politique, dans le renouvellement du soi-disant glyphosate, qui n'est pas du tout le seul produit concerné, puisque le glyphosate pur n'est jamais utilisé par aucun agriculteur, je vous le signale, en répétant ce mythe que ce sont les principes actifs qui sont les plus toxiques. C'est un mythe des industriels qui n'est pas prouvé scientifiquement. Eh bien, nous, on a analysé et on sait ce qui est toxique, ça a été dit, les résidus de pétrole, parce que les déchets des grandes tours de distillation du pétrole servent pour faire les pesticides. Et on ne prend aucun compte de ce qui a été gagné aux États-Unis sur la fraude des industriels. Il n'y a pas ça aujourd'hui dans les combats, encore aujourd'hui, des victimes de pesticides et des malades, et on devrait l'intégrer davantage, puisque c'est ce qui s'est passé pour 100 000 patients aux États-Unis. Merci. Donc je vais donner la parole à la tribune. Il y avait d'abord une question sur comment intervenir auprès du grand public quand il y a un conflit social comme celui qui vient d'avoir lieu, quand il y a un conflit social lié à l'agriculture, comment faire entendre la voix de ceux et celles qui considèrent que l'agriculture majoritaire est trop toxique. Est-ce que Madame Bonnefoy, vous voulez intervenir là-dessus, par exemple? Ou alors, il y a une autre question sur l'installation des paysans. La question, c'était qu'est-ce qu'on peut faire, c'est ça Comment se faire entendre? Comment peut-on faire en sorte que les citoyens se rebellent? Moi, évidemment, la crise agricole, je la vis comme vous, j'allais dire de l'intérieur, enfin en tant que citoyenne et en tant qu'élue. Et ça m'est arrivé de me dire il faut faire la révolution des fourchettes, en fait. Parce qu'on est tous des consommateurs, et donc je pensais à vous qui nous donniez des bonnes choses à manger. Alors j'entends les agriculteurs dire on veut des prix justes, et ils ont raison. Il faut des prix pour eux qui leur permettent de travailler et de valoriser vraiment leur travail, etc. Enfin, ils ont raison, je défends cette idée des prix justes, mais nous, consommateurs, je dis qu'il nous faudrait des prix garantis, et qui nous garantissent des produits qui nous permettent d'être en bonne santé, donc la santé humaine et la santé environnementale. Donc nous, consommateurs, alors je sais que c'est un peu facile de dire ça, mais quand même, ça passe, je trouve, par le consommateur qui mange, le consommateur qui vote aussi, accessoirement. Et donc, donc il faudrait, je crois, faire chez le consommateur cette révolution personnelle et collective de voilà, stop, quoi. Et il faut faire autrement. Et alors, il était évoqué la restauration collective, bien sûr, la restauration collective. Je suis élue locale, donc et je le vois là, parce que j'ai auditionné l'autre fois, par exemple, un des vice-présidents de la métropole de Dijon, et ils ont fait des choses absolument remarquables dans le cadre d'un projet alimentaire territorial. En lien avec l'INRAE, en réorientant complètement l'agriculture locale pour introduire du bio dans toute la restauration collective à l'échelle de la métropole, en tenant compte des questions environnementales, etc. Alors, je me disais, en écoutant, que c'était super, mais en me disant en même temps, c'est les collectivités qui font, quoi. Parce que l'État
le gouvernement ou les gouvernements, enfin un certain nombre en tout cas, et aujourd'hui en particulier, les réponses, elles n'y sont pas, puisque quand il y a des réponses, c'est des réponses qui nous font reculer. Donc, quel espoir? L'espoir que tous ensemble, élus, citoyens, engagés ou pas, médias aussi, chercheurs, scientifiques, tous ensemble, on est puissants, quoi. Et donc qu'on puisse, nous, ensemble, alors je ne sais pas comment, j'en sais rien, il y a des pétitions, j'en ai vu circuler, il y a des prises de parole, alors il y a peut-être des choses à rassembler, j'en sais rien, mais pour dire, nous, d'abord, il n'y a pas une agriculture, il y en a plusieurs. Et donc, on ne veut pas que ce soit un modèle qui nous impose ce qu'on doit manger, comment on doit vivre, etc., etc. J'entendais la question de l'eau chez moi dans mon département, et en Charente-Maritime, vous avez bien vu. D'ailleurs, je pose une question orale demain matin sur cette problématique de l'eau. Et donc, la pollution des nappes, si je rajoute les produits toxiques, y compris dans les bouteilles d'eau minérale, enfin, bon, tout ça. Enfin, donc, j'ai pas de réponse toute faite sur ce qu'il faut qu'on fasse, mais je suis sûre qu'il y a des choses à faire et il faut qu'on les fasse ensemble, en tout cas. Est-ce que je peux intervenir? Denis Léron. Ah oui, bien sûr. Je vais essayer d'aller très vite, mais sur un point qui me paraît très très important. C'est quand on parle du coût de l'alimentation, on parle généralement du coût d'achat, ce que ça coûte quand on sort d'un magasin et qu'on a fait ses courses. Mais on ne parle jamais du vrai coût de l'alimentation. Le vrai coût de l'alimentation, c'est si on prend en compte toutes les externalités, le plus souvent négatives, du système agroalimentaire. On peut le faire à l'échelle d'un pays. Ça a été fait aux USA, en Grande-Bretagne, en Suisse, en Autriche. On peut le faire au niveau d'un continent. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait en France, bien sûr. Et ça peut être fait au niveau mondial. Il y a juste avant la fin de l'année, un rapport a été publié par la FAO, qui dépend de l'ONU, dont la totalité du rapport annuel est consacrée à cette question. En résumé, et c'est totalement sous-estimé, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport, parce qu'il manque beaucoup de données qui n'ont pas été prises en compte, au minimum, le vrai coût de l'alimentation, c'est de multiplier par 3 le coût d'achat de l'alimentation. Si on revient à la France, les deux postes essentiels, c'est la santé humaine et c'est les problèmes de pollution et de perte de biodiversité. Si on revient à la situation française, puisque l'État n'a pas jugé utile de faire les calculs, on peut les faire quand même. Le coût d'achat de l'alimentation en France aujourd'hui, c'est 200 milliards d'euros par an. Donc si vous multipliez par 3 ce chiffre, ce n'est pas le consommateur qui le paye, c'est le citoyen. Vous voyez à quelle échelle on est en matière de coûts. Donc, ce n'est pas un problème d'argent. Parce que si on réduit ces impacts-là, aussi bien sur la santé humaine ou sur la santé environnementale, on va économiser on peut économiser des centaines de milliards en France. Voilà, donc simplement pour vous dire que là, il y a un levier absolument colossal. Et je vous l'ai montré, on a des données scientifiques maintenant qui montrent que oui, si on fait de l'agriculture bio, on peut réduire énormément les impacts sur la santé, ça veut dire des dizaines de milliards, et forcément aussi sur la pollution, sur la biodiversité, sur les besoins de traitement en l'eau pour la pollution lorsque c'est possible. Voilà, donc simplement pour vous dire que là il y a un aspect extrêmement important. Parce que bien sûr, on nous sort toujours, ça coûte cher. Mais non, c'est pas vrai, ça coûte pas cher. Le problème, c'est le vrai coût de l'alimentation qui, lui, n'est jamais pris en compte. Juste pour dire, au niveau de la FAO, la FAO a calculé que ce vrai coût du système alimentaire mondial, c'est 13 000 milliards de dollars. Voilà, je m'arrête.
Merci pour toutes ces précisions, c'est vraiment intéressant. Mais justement, ça pourrait être publié, puisque, il me semble, moi je reçois de ma mutuelle un petit journal régulièrement, même si c'est que tous les 2-3 mois, mais vous avez tous, il me semble, j'ose le supposer, un petit organe de presse que vous envoyez à vos adhérents régulièrement. Faites-nous des jolis dossiers explicatifs de l'état actuel et réel de l'agriculture, de ce que vous coûte la problématique. Et là, vous allez informer du monde. Je pense que c'est une chose qu'on peut faire en termes de communication. Et là, on a les moyens. Sur la possibilité de faire intervenir, de faire travailler des étudiants en termes de toxicologie, Laurence Huck, est-ce que vous vouliez répondre? Ou de faire financer des recherches d'étudiants par des mutuelles? Disons que oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai plusieurs idées, mais par rapport au dossier réglementaire, en fait, il y a certes les données brutes qui ne sont pas accessibles. Par contre, déjà dans les dossiers qui sont accessibles, si on les lit, on trouve plein de problèmes déjà. Enfin, donc, pour les fois où j'ai eu accès à des études confidentielles, ça faisait que confirmer ce qu'il y avait dans le dossier résumé. Donc, mais je suis d'accord que ce n'est pas normal que ce ne soit pas accessible. Donc ça, c'est peut-être quelque chose, un plaidoyer à porter, et peut-être que les mutuelles peuvent faire ça. Pour ce qui est justement de faire travailler les étudiants dessus, il y a tout un... Enfin, après, ça dépend le type de formation, mais enfin, en tout cas, moi, je suis arrivée toxicologue, j'ai pas eu de formation en toxicologie. C'était de la formation sur le tas, c'est une discipline qui n'est pas bien enseignée, qui est enseignée que dans des filières particulières, qui est souvent la pharmacie. Donc, ce n'est pas du tout enseigné en filière générale, et finalement, c'est des sujets intéressants qui devraient être mis peut-être plutôt dans les cursus en biologie ou en médecine. Donc ça crée aussi des problèmes pour l'évaluation de la santé environnementale en général, c'est qu'on n'a pas des personnes formées pour comprendre ce qu'est un effet toxique et ce qui se passe, quoi. Donc ça, c'est un problème. Ensuite, pour ce qui est de l'analyse des dossiers, malheureusement, il faut quand même avoir une certaine habitude, et je pense qu'il y a, enfin, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont à même de lire ces dossiers. Enfin, je trouve qu'il faut s'acharner, même les fois où on a eu des expertises à l'ANSES, il a fallu des mois pour s'imprégner de la façon dont les dossiers sont constitués. Et de pouvoir apporter les compétences qu'on a en académique et de regarder ce qui se fait en réglementaire. Donc finalement, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens motivés pour faire ça. Mais pourquoi pas? Parce que pour le coup, les dossiers, en tout cas les exemples que je vous ai montrés, c'est que dès qu'on chope un dossier et qu'on le lit, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je ne suis jamais tombée sur la cinquantaine de dossiers que j'ai lus de façon précise. Je ne suis jamais tombée sur un dossier où je me suis dit, OK, ça a été bien évalué et les conclusions découlent de résultats qui ont été obtenus convenablement. Donc c'est ça qui est peut-être le plus inquiétant. Les Monsanto Papers ont montré l'illégalité des dossiers et la non-constitution correcte de ces dossiers. Oui. Nicole Bonnefoy voulait dire un mot pour terminer, et après j'invite les représentants des mutuelles, représentants et représentantes qui doivent prendre la parole pour la troisième table ronde à se préparer. Oui, c'était juste une inquiétude et une question en même temps vers les scientifiques qui sont présents là. En matière d'évaluation, je pensais aux effets cocktails. On ne parle jamais des effets cocktails. Dans le rapport qui était là, ce que je peux vous dire, madame, c'est, je suis Gérald Ginger, je suis co-auteur avec le professeur Serralini, c'est que les effets cocktails sont déjà dans le bidon. C'est que le principe actif déclaré ne vaut rien et que vu la disparité, la multiplicité des éléments qu'il y a dans chaque bidon, on a démontré que d'un lot à l'autre, il y avait une disparité énorme dans la composition. L'effet cocktail, il est déjà dans le bidon. Donc quand vous avez un produit A qui a une telle diversité, vous mélangez un produit B avec une autre diversité, c'est plus un effet cocktail, c'est la soupe totale, quoi. Donc là, c'est difficile à évaluer. Déjà, sur un lot particulier, on ne peut pas donner l'effet cocktail. Il y a une variation énorme dans la composition, à cause des déchets des colonnes de distillation pétrolière. Hein, les pesticides viennent essentiellement des déchets pétroliers. Et ça, il y a un trou dans la raquette parce qu'on n'en parle pas. Après, juste pour compléter, pour vous répondre, c'est que l'effet cocktail, en tout cas des pesticides, ne serait pas très compliqué à prendre en compte puisque ça existe déjà pour les effets cocktails, pour les dioxines et pour les hydrocarbures. Et même s'il y a des lacunes, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à évaluer l'effet de tous les cocktails possibles, rien que prendre l'effet additif
des substances une à une, déjà, on aurait une meilleure mise en protection. Et ça, c'est déjà fait pour le cumul sur les hydrocarbures et les dioxines. On ne le fait pas sur les pesticides. Voilà. Donc ça pourrait déjà être un minima mis en place. Alors, on l'a fait sur modèle cellulaire, de mesurer ce qu'il y a vraiment dans le bidon, dans les pesticides, au principe actif. Et on trouve 1000 fois plus de toxicité dans le pesticide avec les hydrocarbures qui ne sont pas déclarés qu'avec juste les principes actifs de pesticides déclarés qui sont 40% du produit. Le reste, ce n'est pas de l'eau bénite. Monsieur Derangeon voulait faire une intervention et après on va vraiment clore cette table ronde pour passer aux prises de parole des mutuelles. En fait, il y a quand même des possibilités. Nous, on le fait à Atlantico, le syndicat où je suis, on met en place des bioessais. C'est-à-dire que plutôt que de tester molécule par molécule, on teste l'effet de l'eau sur des systèmes vivants. Et on essaie de voir sur ces systèmes vivants si on note des toxicités. Et à partir de là, on part sur une recherche en entonnoir avec des bases de données à 300 000 molécules pour essayer de trouver les molécules qui peuvent avoir une responsabilité. Donc là, on a déjà identifié quelques molécules et on utilise aussi ce qu'on appelle la biosurveillance en temps réel, où là, c'est des petits organismes vivants qui, en temps réel, contrôlent la qualité de l'eau, ce qui nous permet de prélever au moment où on trouve une toxicité. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est quand même possible de mettre en place sur les captages en France. C'est une volonté. Ah pardon, alors excusez-moi, il y a quelqu'un qui demande la parole là-haut, j'ai cru que c'est lui qui avait parlé. En fait, c'était quelqu'un en bas. Ça marche? Oui. Ok, Oui. autant pour moi. Allez-y. Bonjour, merci pour ce colloque très intéressant. Philippe Perrin, je suis membre du comité de gestion de la Fondation Santé Environnement de la Mutuelle Familiale et directeur de l'Institut de formation en santé environnementale. On parle de communication et je pense que c'est un enjeu extrêmement important. Pourquoi pas s'inspirer au niveau des mutuelles aussi, par exemple, de ce que font du côté de Strasbourg les ordonnances vertes, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, ce sont des paniers bio qui sont offerts gratuitement à des couples qui sont dans des parcours de PMA ou des femmes enceintes et avec l'engagement en même temps d'un suivi. C'est un panier qui est offert, je crois, une fois par semaine. Et il y a aussi un suivi de 2 ateliers de sensibilisation aux perturbateurs endocriniens et à une alimentation plus saine. Donc c'est gratuit et ça permet d'accéder à l'alimentation. Et pour des populations qui sont de plus en plus précarisées aussi, pourquoi pas imaginer, moi je sais que j'interviens dans beaucoup de mutualités et de mutuelles un peu partout en France, et pourquoi pas imaginer effectivement, imaginer des personnes qui viendraient donc gratuitement à ces conférences et qui gagneraient un panier garni d'aliments, voilà, et en l'échange d'une information, voire avec un petit jeu de quiz enfin, il y a des choses à construire derrière pour permettre à des populations qui habituellement ne viennent pas se sensibiliser à ce genre de choses, qu'on n'arrive pas à toucher, de venir parce qu'il y a de l'alimentation derrière de qualité qui va être cohérente avec le discours tenu dans la conférence. Merci beaucoup.